Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Elle peut devenir présidente de la République dans un an ? Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent une description caricaturale. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous prendre des vitamines. Si j'étais président de la République... Le baromètre des personnalités IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match est sorti aujourd'hui et 2 résultats sont marquants à moins de 2 mois du premier tour. Le premier est la chute de tous les principaux membres de l'exécutif avec moins 4 points d'opinion favorable pour Emmanuel Macron à 45%, moins 6 pour Castex à 41%, moins 5 pour Bachelot, moins 6 pour Le Maire et moins 2 pour Véran. Dans le même temps, la plus forte progression est pour Marine Le Pen qui passe de la 29e à la 12e place en gagnant 8 points avec 40% d'opinion favorable, un score jamais atteint par la candidate du RN dans ce baromètre, d'où notre premier débat. Marine Le Pen au plus haut dans le baromètre IFOP peut-elle arriver au pouvoir? Et vous êtes 43,3% à dire oui. Frédéric Dabi, le premier rolling le 10 janvier dernier, c'est-à-dire il y a même pas 10 jours, disait 58-42 en cas de second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Hier on était à 55-5, 44-5, aujourd'hui à 54-5, 45-5, un score quasi identique à Macron, Valérie Pécresse, 53-47. Est-elle en train de faire la remontada que n'a pas fait Arnaud Montebourg ? Oui, c'est vrai que c'est un score particulièrement serré. Alors, bien sûr, Philippe, pour nos auditeurs qui sont parfois critiques sur les sondages, et je peux les comprendre, un second tour, c'est extrêmement fragile. Il manque une donnée essentielle pour mesurer finement un rapport de force de second tour, c'est la connaissance des résultats du premier tour. On ne note pas, on ne peut pas prendre en compte telle ou telle dynamique. Mais c'est vrai que déjà, le 58-42 que vous rappeliez du 10 janvier a fait tilt chez moi. Rappelez-vous, Philippe, le rolling de 2017, avant la catastrophe du débat d'entre deux tours, Marine Le Pen avait plutôt réussi sa première semaine de campagne et le rolling avait donné 59-41. Après, elle a perdu 8 points. Donc, d'être à 42 en début de campagne, c'est-à-dire le haut du rolling de 2017, c'est déjà fort. Là, 54, 46, 54,5, 45,5, bah, c'est un second tour presque normal. C'est à 1,5 point près Chirac-Mitterrand en 88, c'est De Gaulle-Mitterrand en 1965. Ça montre la normalisation de Marine Le Pen. Et c'est vrai que j'étais avec mon ami Bruno Jeudi très frappé par le score de bonnes opinions de Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu un score pareil. Qu'est-ce qu'on disait avant, Philippe, sur les popularités des personnalités FN? On disait, elles sont très faibles, mais c'est en fait un potentiel électoral. Quand je dis que j'ai une bonne opinion de Jean-Marie Le Pen, ça veut dire que je vote pour lui. D'ailleurs, pour essayer à l'époque de mieux capter un vote Le Pen caché, je posais des questions de popularité pour essayer d'affiner mes données. Ça ne marchait pas toujours, il faut être honnête. Là, 40%, c'est très impressionnant. Elle progresse de plus de 10 points aux deux extrêmes du spectre générationnel. Elle prend 10 points à gauche. Alors, c'est intéressant à gauche. Et on va attendre Christophe, parce que dans un contexte où la gauche est un peu évaporée de cette campagne présidentielle, bien sûr, la gauche n'ira pas massivement chez elle, mais dans un second tour, il peut y avoir un électorat de gauche pour un vote révolutionnaire, comme on dirait à l'époque, et puis 11 points de plus chez les sympathisants républicains. Elle devient une candidate attrape-tout en popularité. Philippe Bilger. Avant même l'irruption fracassante d'Éric Zemmour dans le débat, lorsque nous avions comme seule perspective Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, je considérais qu'elle allait perdre, bien sûr, mais de très peu, de peu. Et aujourd'hui, je continue à penser qu'un deuxième tour, l'opposant à Emmanuel Macron, probablement la ferait encore perdre, mais il y a 3 éléments que je prendrai très vite en considération. D'abord, je pense que malgré les sondages qui laissent penser qu'Emmanuel Macron est haut au premier tour, eh bien, il y a tout de même une détestation forte du président dans le pays. Deuxième élément, je pense que Marine Le Pen, là, c'est, pardon de le dire sans vanité, le technicien de la parole qui l'appréhende, elle a fait de très grands progrès sur l'argumentation et je dirais même sur l'expression. Et troisième et dernier élément, vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric,
Frédéric, il faut bien voir à quel point Éric Zemmour lui sert aujourd'hui, puisque elle n'est plus l'extrémiste, elle apparaît presque avec un programme presque banal, et donc d'une certaine manière elle échappe à ce qui pouvait faire peur hier. Mais je ne crois pas tout de même que dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron, elle gagnerait. Mais la chose est beaucoup plus tangente qu'à l'époque. Frédéric Dabi. Oui, je partage ce que dit Philippe. Alors, bien sûr, un second tour, il y a une part d'incertitude. Emmanuel Macron est quand même très à l'aise dans les débats d'entre-deux tours. C'est un candidat qui va être extrêmement plastique, qui sait s'adapter. Mais voilà, si on imagine que le débat d'entre-deux tours, si Marine Le Pen est au second tour, sera un copier-coller, une copie carbone de 2017, on se trompe. Entre-temps, Emmanuel Macron sera devenu le candidat du bilan. Et pour paraphraser François Mitterrand, le candidat peut-être du passif. Maintenant, attention à ne pas jouer le second tour. Les cimetières électoraux sont remplis de candidats qui ont enjambé le premier tour. Ça reste compliqué pour Marine Le Pen face à Valérie Pécresse. Elles sont dans la marge d'erreur. Si la question qui se pose au cours de la campagne, qui est le mieux placé pour sortir Emmanuel Macron pour favoriser l'alternance, aujourd'hui, ici et maintenant, je cite beaucoup Mitterrand en ce moment, c'est Valérie Pécresse qui est mieux placée que Marine Le Pen. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'indicateurs pour elle qui passent au vert. Caroline Pilastre. Oui, c'est très compliqué de pronostiquer avant le jour J. Moi, j'ai deux questions à vous poser, Frédéric. La première, je vais enfoncer les portes ouvertes. Je ne reste qu'une heure, mais on me rentabilise bien, là. Pour une fois que tu vas nous voir en vrai, j'espère qu'il y aura double café ou double ration. Vous aurez même droit au cappuccino si vous voulez. Si vous pensez que l'abstention, justement, peut être son pire ennemi, puisqu'on sait très bien que c'est ce que craignent la majorité des candidats à cette présidentielle. Et secondo, on en a un petit peu parlé, on a évoqué la question avec Philippe Bilger, mais il y a une porosité certaine entre parfois l'extrême gauche et l'extrême droite. Et pensez-vous que beaucoup d'électeurs d'extrême gauche, par rejet de M. Macron et de ses propos suite à l'emmerdement des non-vaccinés qui seraient des irresponsables non-citoyens, pourraient justement aller dans le camp de Marine Le Pen et lui octroyer des voix supplémentaires? Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler l'abstention. Dans notre rolling du jour, on est quand même sur une abstention qui est assez forte, qui est moins forte qu'aux élections régionales. Et quand on regarde la structure des abstentionnistes, on trouve, en gros, en décalque, l'électorat de Marine Le Pen. Des jeunes, des ouvriers, des personnes peu diplômées, des personnes désaffiliées. Donc c'est vrai qu'il y a un danger. On a vu aux élections régionales comme l'abstention a complètement déréglé le plan de Marine Le Pen. Donc l'abstention est la première chose à prendre en compte, et la question de la mobilisation des différents électorats va être absolument capitale pour tout le monde, et spécialement pour Marine Le Pen. On a de plus en plus, et on l'a vu aux élections intermédiaires du quinquennat, une logique de vanité du vote que nous font partager les abstentionnistes sur le mode voter c'est vain, voter c'est inutile, à quoi bon voter. Deuxième question, oui, est-ce qu'il y aurait un vote révolutionnaire extrême gauche, extrême droite? Alors, l'extrême gauche, ça dépend où est-ce que si vous l'arrêtez. Artaud Poutou, voire un Askazib, ça pèse absolument rien. LFI. Si on va sur la France insoumise, pour l'instant, quand on interroge dans le rolling les électeurs LFI qui expriment une intention de vote, ils vont plutôt chez Emmanuel Macron. Mais c'est extrêmement serré. Mais notre rapport du rolling cache quelque chose. Ce qui serait intéressant de voir, c'est la part des électeurs LFI qui n'iront pas voter. Il y aura sans doute une surabstention à gauche sur le mode, et je pense que Christophe le voit sur le terrain. On m'a déjà fait le coup en 2017, j'irai pas deux fois voter. Alors Christophe Madrol. Alors moi je vois plusieurs choses sur le terrain quand je parle avec mes copains de gauche. Un, tu as raison Frédéric, l'abstention pour le second tour face à face Pécresse ou Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, de nombreux électeurs de gauche n'iront pas voter, ils ne se feront pas reprendre comme ils l'ont fait la dernière fois pour voter pour Emmanuel Macron. Moi je suis beaucoup moins optimiste que mon ami Philippe Bilger concernant le deuxième tour avec Marine Le Pen. Moi j'entends autour de moi un électorat de gauche qui voudra se débarrasser d'Emmanuel Macron et qui renverseront la table. Parce qu'ils savent très bien à gauche que ils savent que c'est le dernier tour de Mélenchon. Ils savent que Mélenchon sortira du jeu de la présidentielle. Donc une gauche peut se reconstruire, une gauche social-démocrate. Mais s'il y a Emmanuel Macron, cette gauche ne se reconstruira pas. C'est leur analyse. C'est pas partagé par toute la gauche. Mais certains joueront la politique du pire, de la terre brûlée, parce qu'ils veulent réinstaller un clivage gauche-droite dans notre pays. Et ils savent très bien qu'en éliminant Mélenchon et en éliminant Macron, cette gauche peut se reconstruire vis-à-vis d'une droite qui soit même radicale. Frédéric Dabi.
Non, c'est tout à fait ça. C'est cette logique d'élimination. Alors maintenant, est-ce qu'à gauche, on va être aussi politologique en jouant le coup d'après 2027 ou d'après 2022 dans la présidentielle? Nos discussions, là où elles sont peut-être hors sol, mais ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'on ne prend pas en compte ce qui est majeur, les dynamiques de campagne. Transportons-nous 5 ans en arrière à gauche, on avait Benoît Hamon qui venait de gagner, qui était en train de gagner la primaire de gauche, qui était à 17-18 et Mélenchon à 9. On sait comment ça s'est fini. Mais en tout cas, il ne faut pas, et là je partage ce que dit Christophe, sous-estimer une forme de désespérance de l'électorat de gauche qui voit le 3e 21 avril arriver gros comme une maison, si je puis dire. On n'est pas sur le coup de tonnerre et l'affreuse surprise, entre guillemets, du 21 avril 2002. On n'est pas sur le discours de 2017 qui disait Emmanuel Macron, c'était quelqu'un de gauche. Là, l'élimination de la gauche, l'effacement de la gauche est pleinement intériorisé, même si le total gauche, si tout le monde s'unit, s'il se passe quelque chose, peut lui permettre peut-être de créer une surprise. Pour l'instant, on ne voit pas du tout. Oui, oui. Frédéric Dabi, les vraies voix vous exploitent, mais j'ai envie de vous exploiter un peu aussi, vous m'en voudrez pas. Est-ce que quelque part, les rôles se sont pas inversés par rapport à il y a 5 ans entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Aujourd'hui, Caroline Pilas le disait très justement tout à l'heure, Éric Zemmour a été le meilleur agent de dédiabolisation de Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui, en cas de second tour, Macron, ce serait plutôt le candidat clivant, celui qui emmerde pour le citer, etc. Et la candidate finalement consensuelle, Marine Le Pen. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends votre logique, Philippe. Il y a eu un bon sondage historique de mes confrères de Kantar, l'ancienne Sofresse, hier dans Le Monde, sur l'image de Marine Le Pen. Elle s'est beaucoup améliorée, mais il y a encore des fondamentaux, danger pour la démocratie, etc. Maintenant, ce qui est vrai, et reprenons notre enquête récente IFOP fiduciale pour Sud Radio, notre balise hebdomadaire sur l'image d'Emmanuel Macron, quel est le trait d'image qui lui est le moins associé par les Français? C'est le trait d'image rassembleur, ce qui est absolument fou pour un président sortant. Rappelez-vous le François Mitterrand de la France Unie qui rassemblait quasiment toute la gauche et une partie de la droite. Philippe Bilger. Non, mais je rejoins Frédéric, il faut se rappeler, et peut-être est-ce l'un des gros échecs d'Emmanuel Macron, de mon point de vue, on n'a jamais connu une France plus fracturée, alors qu'il nous l'avait promis rassemblée en 2017. Il est vrai que certains y ont mis du sien, mais cette unité perdue risque de peser lourd tout de même. Mais je n'imagine pas, Christophe, tout de même, mais vous connaissez bien mieux la gauche que moi, qu'à un certain moment... Oui, Philippe. Non, mais qu'à un certain moment, une majorité de gauche puisse aller voter Marine Le Pen, inconsciente de ce qui pourrait advenir, même sur le plan de la tempête démocratique. En réalité, je ne sais pas, mais vous avez sans doute raison, j'ai du mal à le croire. Voilà. Vous savez, Philippe, je sais pas, Philippe. Christophe Madrol. Vous savez, j'ai suivi les élections américaines avec l'élection de Trump. Tout l'électorat de Trump n'était pas des affreux fachos quand votait pour Trump. Quand vous voyez ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, et vous reprenez l'histoire du premier mandat du président hongrois, on savait qu'est-ce qu'il pensait, mais Orban, on pensait pas. Voilà, il y a un électorat aujourd'hui qui se sent floué par rapport à leur vote pour Emmanuel Macron, qui se sont fait flouer par rapport au vote où ils ont dû appeler à voter Chirac, et ils veulent à un moment donné, c'est le 3e 21 avril, ils veulent plus vivre ça, et ils savent très bien que si Emmanuel Macron est réélu à l'élection présidentielle pour 5 ans, la social-démocratie aura son champion, il s'appelle Emmanuel Macron, et pourtant, ce n'est pas leur tasse de thé. Donc je dis attention. Non, mais je comprends complètement ce que dit Christophe. Il a donné le cas de Jean-Luc Mélenchon qui en a sa 3e présidentielle. Il y a une dimension dramaturgique dans cette présidentielle. 3e candidature de suite et peut-être 3e échec, s'il ne gagne pas la présidentielle, de Jean-Luc Mélenchon. 3e candidature pour Marine Le Pen. 3e risque de 21 avril pour la gauche. 3e possible défaite de suite pour la droite. Crash d'Éric Zemmour. Tout le monde joue extrêmement gros. Donc ça peut favoriser des comportements jusqu'au boutiste, notamment entre les deux tours. Mais je le répète, la campagne commence à peine et un second tour, c'est d'abord le produit d'un rapport de force observé au premier tour. Attendons le 10 avril, 20h.
Un dernier mot rapide, Caroline Pilastre. Oui, non, je voulais juste dire que cette campagne est délétère, on le sait tous, elle est extrêmement agressive et je pense que beaucoup de Français en ont marre par rapport à cette crise sanitaire et économique que nous traversons et on a besoin de nuances. Et là, on a du mal à la trouver, la nuance, dans les différents candidats que tout le monde a évoqués. Donc je trouve que c'est extrêmement dommageable pour la Ve République et notre démocratie. Merci beaucoup. Verdict sur Twitter, ça a bougé. Le premier débat, Marine Le Pen au plus haut dans le baromètre IFOP, peut-elle arriver au pouvoir? Vous êtes 43,4% à dire oui. Et donc c'est mathématique, comme le fait qu'il y ait 60 minutes dans une heure, dixit Frédéric Dabi, 56,6% à dire non. Ça vous dirait les vraies voix, la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Ah oui, avec plaisir. Vous restez avec nous, Frédéric Dabi, jusqu'à la fin de la chronique, jusqu'à 18h? Avec Et ben plaisir. c'est parti.